Quand on teste un médicament ou un comprimé, on prend la capsule, ou la gélule, ou ce que vous voulez, et à côté, on crée la gélule, la même, qui a le même poids, le même goût, la même odeur, on essaie d'avoir tous les paramètres égaux par ailleurs, mais qui ne contient aucune substance active. Et si on veut être sûr que le médicament fonctionne, en fait, on va choisir ici ce qu'on considère être le critère qu'on va mesurer, et puis ici, on a le groupe qui prend le vrai médicament, ici, on a le groupe qui prend le placebo, c'est-à-dire l'objet qui mime celui-là, qui a toutes les caractéristiques, sauf le principe actif. Et après, on regarde, est-ce que dans ce groupe-là, quelle est l'amélioration du symptôme qu'on attendait, et dans ce groupe-là, quelle est l'amélioration du symptôme que l'on a. Et en fait, on dit que la partie active, l'effet réel du médicament, c'est cette partie-là, et ça, moins ça, c'est la partie active, d'accord? Et cette partie-là, c'est ce qu'on appelle l'effet placebo ou les effets placebo, que maintenant, en fait, si vous voulez être encore plus précis, on devrait appeler les effets contextuels. On les verra en cours dans 2 semaines. Hein. Les effets contextuels, tout ça. C'est comme ça qu'on mesure le placebo. Sauf qu'ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que si le médecin qui donne les médicaments sait lui-même s'il donne à ses patients un médicament actif ou un placebo, rien ne garantit qu'il n'ait pas un mouvement idéomoteur au moment où il donne le placebo. Imaginez qu'à chaque fois qu'il donne le médicament, il soit hyper sérieux. Par exemple, oui, monsieur, prenez ce médicament. Et dans les cas où c'est le placebo, il dit la même phrase, mais il fait monsieur, prenez le médicament. L'autre, il se dit attends, je sais que je suis dans un protocole de test contre le placebo, donc je devine que là, il doit être en train de me filer le placebo. Donc, on va biaiser le résultat. Donc, ils ont très vite compris qu'il fallait tester en aveugle, c'est-à-dire que le patient ne sache pas ce qu'il prend. Ce qui nous semble assez logique, nous, maintenant. Après, ils se sont rendus compte qu'il faut que le patient ne sache pas qui prend, mais le médecin non plus ne doit pas savoir ce qu'il donne. Alors, il faut une 3e personne, qui est celle qui va randomiser l'essai, c'est-à-dire qui va rendre aléatoire les pastilles. Il va les noter 1 et 2 et 3 et 4 et 5 ou ABC ou ce que vous voulez. Mais le médecin qui va donner le médicament ne sait pas s'il est en train de donner le médicament ou le placebo. Et le triple aveugle, c'est le niveau du dessus. C'est ni le patient ne sait ce qu'il prend, ni le médecin ne sait ce qu'il donne, ni le statisticien qui dépouille les résultats ne sait ce qu'il dépouille. Parce qu'on se rend compte assez rapidement, mais je vais vous faire la démonstration tout à l'heure, que si un petit début de démonstration, que si le statisticien a déjà une idée de ce qu'il va trouver, il risque sans le vouloir de lisser les données dans le sens de ce qu'il cherche. Le problème, c'est que les méthodes en triple aveugle, ça coûte très cher. Quand vous regardez des études sur les thérapies alternatives, par exemple, ou sur les thérapies quelconques, si vous allez sur PubMed, un des conseils que je vous ai donné, là, vous allez avoir plein d'articles de sciences en anglais. Un des critères que vous pouvez regarder pour voir si ça tient la route, c'est est-ce que l'échantillon est large. Deuxième critère, c'est est-ce que c'est double blind, est-ce que c'est en double aveugle. Si c'est en simple aveugle, vous oubliez, quoi. Vous oubliez, sauf quand il y a certains protocoles pour lesquels c'est pas possible. On en reparlera, mais pour vous dire, en kiné, par exemple, c'est assez difficile de faire contre placebo. Par exemple, vérifier est-ce que les étirements, ça marche mieux que rien. Vous voyez, ou est-ce qu'un étirement, ça marche mieux qu'un placebo d'étirement. Comment on fait croire à quelqu'un qu'il a un étirement alors qu'il n'en a pas? Vous voyez, donc il y a des fois, on ne peut pas tester contre placebo. Mais à part ça, si vous tapez double blind, c'est plutôt cool. Un exemple thérapeutique que j'ai mis, tester l'effet du cannabis sur les résultats en L1. Sur simple aveugle, l'étudiant ne sait pas s'il prend du cannabis ou un placebo de cannabis. Alors oui, ça devient vite compliqué. Comment on fait pour faire croire à quelqu'un qui prend du cannabis alors qu'il n'en prend pas? Alors il y a une méthode qui consiste à faire croire aux étudiants qu'ils sont en train de fumer un joint, parce que c'est construit comme un joint, vous voyez, une grosse tulipe bien épaisse avec 4 feuilles, et, sauf qu'il n'y a rien dedans, où il y a un machin qui sent un peu la résine. Et voilà, dans mes jeunes années, je me suis amusé à faire tourner des faux joints comme ça parmi mes congénères pour voir s'ils remarquaient qu'il n'y avait rien dedans. Et ça marche plutôt pas mal. Ce qui vous fait faire des économies. C'est une des manières de faire des économies. Bref, on s'en fout. Ni l'étudiant ni l'expérimentateur ne sait ce qu'il l'étudiant prend du cannabis ou un placebo de cannabis. Non, c'est un exemple à la con. Hein. Ils l'ont fait ici à Grenoble, dans une équipe, au LIP, l'équipe de Laurent Bègue. Ils ont bossé sur la prise de l'alcool et la prise d'un placebo d'alcool. Est-ce que ça change les choses? Et je vous en ai déjà parlé, parce qu'on a parlé d'hypnose. Et je vous ai parlé de ce cas-là. Qu'en fait, les gens qui pensent avoir bu de l'alcool ont des comportements très proches de ceux qui ont bu de l'alcool. Ce qui prouve que certains comportements ne sont pas vraiment liés à la molécule d'alcool en tant que telle, mais plutôt à tout ce qui va autour, quoi. Ce qui en dit long sur notre cerveau. C'est assez génial. Et le triple aveugle, voilà, il faudrait que ni l'étudiant, ni l'expérimentateur, ni le statisticien qui regarde les résultats ne sachent si l'étudiant prend du cannabis ou pas. Bref, n'y voyez pas un encouragement. J'ai cité ici l'effet Hawthorne. Je pense que je n'ai pas vraiment le temps de détailler ça, mais l'effet Hawthorne, c'est un effet qui a été illustré par un psychologue qui s'appelait Mayer.
Il s'appelait Maillot, pardon, Maillot. Maillot, comme la mayonnaise. Et Maillot, il avait Ernst Maillot, je crois. Maillot, en 1930, publié en 1932, ce qu'ils avaient fait, c'est un test, est-ce que la lumière forte, moyenne, basse, très basse, influe sur le rendement de femmes qui travaillaient dans des usines. Vous connaissez peut-être cette histoire-là, quoi. Évidemment, quand ils éteignaient complètement la lumière, tout le monde ratait tout, mais est-ce que quand c'est bas ou moyen ou haut, ils s'attendaient à ce que plus il y ait de la lumière et plus les gens travaillent plus vite ou plus efficacement. En fait, ils se sont rendus compte que dans tous les cas de figure, tout le monde avait augmenté son rendement, mais pour une raison simple, c'est que les femmes qui travaillaient là-bas avaient deviné les intentions des expérimentateurs et donc les avaient un peu devancés. Ils disaient « Ouh, on est en train de nous tester, on va certainement nous tester sur la cadence. » Alors, en fait, elles se grouillaient, quoi. Vous voyez, en fait, tous les groupes ont augmenté leur cadence, quelle que soit la lumière. Et on appelle ça l'effet Hawthorne, du nom de l'usine de la ville de Hawthorne. Et c'est le fait que parfois, les gens que vous testez devinent ce que vous testez. Et c'est difficile de se prémunir de ce biais-là. Donc si vous avez ce problème-là, je vous aiderai dans vos protocoles à essayer d'évacuer ça. Et puis, on arrive presque à la fin technique, quoi. Justifier l'inclusion ou le rejet des données. Vous ne pouvez pas faire votre échantillonnage. Et puis quand un cas vous plaît pas ou colle pas à ce que vous voulez, vous dire non, celui-là je le prends pas, en fait il me saoule. Vous voyez, on peut pas faire ça. Quand vous avez pris vos critères, vous devez vous y tenir, quoi. Vous devez les annoncer à l'avance et vous y tenir. Vous devez justifier le mode de rejet de vos données à l'avance. Je vous donne un exemple tout bête. Je teste l'hypothèse, tous les Bretons sont nuls en maths, ce qui est une hypothèse complètement débile. Tous les Bretons sont nuls en maths. Et puis hop, je rencontre un Breton et qui répond bien à mon problème de maths. Ah mais non, ça compte pas parce qu'il était de Nantes en fait, alors que tu vois, donc je le retire de l'étude. Vous voyez, après, je sais pas, c'est un peu le problème du problème de ce qu'on appelle le vrai écossais, quoi. C'est ouais, les Écossais sont tous roux, quoi. Ouais, mais moi j'ai un oncle écossais puis il est pas roux. Ouais, mais c'est pas un vrai écossais. Parce que... Vous voyez, en fait, on peut s'arranger comme ça. Si nos critères sont pas clairs au départ, de rejet ou d'inclusion des données, on peut s'arranger. J'ai mis ici aussi le cas Gregor Mendel. Mendel, c'est là où vous verrez que l'histoire des sciences, elle est parfois un peu injuste. Alors, Mendel, c'est un type remarquable, moine tchèque qui vivait à Brno, ça doit être 1880 à peu près, les études de Mendel sur les petits poids, sur l'hérédité. Le type avait une idée de ce que pouvait être la loi de l'hérédité, des caractères, et il avait travaillé sur des petits pois ridés, des petits pois pas ridés. Vous vous rappelez de ça? Ça vous dit quelque chose peut-être? Bon. Et il s'avère qu'en regardant ces stats, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'ils s'étaient un petit peu arrangés avec la réalité, quoi. Le type savait ce qu'il voulait trouver, et en fait, quand il faisait des tas, et quand ça correspondait pas à ce qu'il voulait trouver, il faisait ouais, celui-là, bon, ok, il est ridé, mais pas trop. Allez. Ah, celui-là, ouais, il est quand même pas trop ridé. Et puis, ouais, et en fait, c'était pas objectivé, quoi. Et donc, il avait tendance à trouver exactement ce qu'il attendait. Pour le coup, comme à la fin, il avait raison, tout le monde l'encense, a raison, parce que son intuition était bonne, mais par contre, sa méthodologie, elle est plutôt discutable. J'ai mis ici un autre exemple à la noix. Là. Je teste un nouveau traitement à base d'amanite phalloïde que j'ai inventé. Alors sur 1 an, tous les patients ayant pris mon traitement et interrogé sont satisfaits. Hop, biais d'attrition, vous devez avoir le réflexe, vous dire, tiens, mais évidemment, tous ceux qui sont encore là sont peut-être satisfaits, mais les autres, ils sont où, quoi? Est-ce qu'il y en a qui ont disparu? Pourquoi ils ont disparu? Pourquoi ils ont quitté l'étude? Est-ce qu'ils sont morts? Etc. Quoi. Et c'est là où je voulais vous faire un petit dessin. C'est un cas où vous allez voir, ça nous confine très rapidement à ce qu'on appelle la fraude. Il n'y a pas de craie blanche, mais je vais garder la marron là. J'espère que vous voyez à peu près clair là-dessus. Un truc que j'ai fait moi et dont j'ai honte, et je raconte parce que j'ai honte de l'avoir fait. Ça ne m'empêche pas de dormir, mais je l'ai fait, quoi. Et c'est un épisode que j'ai vécu en 4e avec mon copain Cédric P. Je ne donne pas son nom. Et Cédric P, il était avec moi, on faisait le TP, c'est le moment où on sort les feuilles papier millimétré, c'est pas souvent, alors on est content, et puis là on fait un TP sur la loi d'Ohm, on a un oscilloscope, alors on doit brancher, mesurer les ampères, les volts, etc. Vous vous rappelez de ça, vous avez fait ça? Non, on fait tous ce TP-là. Parfois quand le lycée ou quand le collège est pauvre, on est 4 sur le même oscilloscope, mais quand il est riche, on en a un chacun. Mais en tout cas, voilà, on se retrouve avec... L'objectif pour le prof ou pour la prof, c'est d'essayer de vous faire voir que la relation est linéaire entre l'intensité et le courant. D'accord? Donc il vous demande de bien marquer ici les unités en ampères, etc. Les volts ici, pour la tension qu'on note U. Et vous vous rappelez de la loi d'Ohm, de cet enseignant allemand Georg Ohm, 1820 à peu près, il me semble, 1818, un truc comme ça, U égale RI. Alors, donc vous faites vos mesures, vous avez un tableau, vous rentrez les données, tac, tac, tac. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait, donc je mets mes chiffres, tout, puis on trouve des points. Alors, vous avez des points.
Alors on trouve un point là, un point ici, un point là, un point comme ça, là, tac, tac, on trouve des points, quoi. Et puis là, on sait que, parce qu'on a vu le groupe d'avant sortir avant nous, on sait qu'il faut trouver une droite. Alors on se dit, bon, il faut trouver une droite. Alors si vraiment on n'est pas trop endormi, on sait qu'il faut passer par 0, 0, et puis on trace une droite. Et là, il y a un choc émotionnel assez important, c'est de se rendre compte que, bon, ça c'est cool, ça c'est bien, ça c'est vraiment sympa, mais ça pue un peu, ça c'est vraiment naze, ça c'est vraiment la honte totale. Des fois, il y en a même un, mais genre à Chailly, quoi. À Chailly-les-Oies, là-bas. Alors là, avec mon pote Cédric, j'ai envie de dire que c'est à cause de lui, mais je crois pas, j'ai bien l'impression que c'est moi. Je dis, regarde, c'est pas compliqué, tu sais, on a dû se foirer, alors tu sais ce qu'on va faire? Regarde, c'est pas tricher, quoi. On va juste, regarde, ce qu'on va faire, c'est, on va juste, lui, tu vois, lui, on va le gommer, puis on va le rapprocher un peu, tu vois. Bon, un peu, genre, bon, un peu, quoi, genre, mais bon, pas trop, mais là, voilà, là c'est bien, c'est mieux déjà. Et puis, une fois qu'on est lancé, je sais pas si vous avez vécu ce moment-là, mais moi, quand j'étais lancé, là, après, j'ai bougé lui, et lui un tout petit peu, vous voyez. En plus, j'ai oublié de changer les données dans le tableau, donc je me suis fait défoncer, j'ai une sale note. Enfin, un gros blaireau, quoi. Ça s'appelle un lissage. Vous voyez, on lisse les données. Je lisse les données que j'ai reçues. Et ça a une signature statistique qui est décelable par un enseignant. Je vous la donne sans calcul, pour faire de façon vraiment très simple. En fait, la répartition de ces points autour de la droite, elle n'est pas faite n'importe comment, quoi. Il y aura beaucoup de points qui tombent dessus, beaucoup de points à côté, juste à côté, mais de moins en moins, mais quand même certains qui tombent loin, quoi. En fait, généralement, la répartition de ces points suit généralement une loi normale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en gros, si vous n'aimez vraiment pas les maths, vous imaginez que vous prenez ça comme une longue perche, comme un sapin de Noël avec des points. D'accord? Vous prenez tout ça, vous la mettez verticale, vous secouez, blablabla, plaf, et ça fait un tas. C'est des maths, des maths pratiques, d'accord? Et alors, vous avez donc beaucoup de points, pardon, le sommet doit être là. Vous avez beaucoup de points qui sont sur la droite, beaucoup de points qui sont à côté, de moins en moins qui sont un peu loin, et il y en a peu, mais il y en a qui sont loin, quoi. Or, si moi je triche là, si moi je bricole mes données, ça c'est ce qu'on appelle une courbe des écarts à la moyenne. Eh bien, si je triche, qu'est-ce qu'on va obtenir comme droite? On va obtenir ça, c'est-à-dire une courbe qui représente la même aire, évidemment, hein, pour les plus matheux d'entre vous, un machin qui va être resserré sur la valeur centrale, parce que j'ai triché. Vous voyez, j'ai resserré les données autour. Ça, c'est la signature d'une fraude, ça. C'est comme ça qu'on peut repérer dans certaines publications scientifiques, quand les gens ont grugé, est-ce que la courbe de l'écart à la moyenne est resserrée sur la valeur centrale? Si oui, forte suspicion de fraude. C'est-à-dire que les gens ont manipulé les données comme je l'ai fait moi. Et la deuxième signature, c'est ça. Je ne sais pas si ça porte un nom, mais moi je l'appelle le trou du scrupule. C'est quand j'ai rapproché, mais quand même pas trop. Vous voyez, parce que je me trouvais que ça faisait trop gros. Mais en fait, j'ai eu tort parce que ça se voit, quoi, que j'ai sous-représenté les points sur la droite. Quand on a ça, on est sûr d'avoir une fraude. Pour ceux qui sont les plus âgés d'entre nous, l'affaire de la mémoire de l'eau en 1988 avec Benveniste, la signature de la fraude dans la publication de Nature, elle est de ce type-là. Elle a été détectée par une courbe d'écart à la moyenne. C'était un peu technique, mais si ça vous intéresse, j'ai les docs pour vous les montrer. Vous risquez d'être je vous dis ça, vous risquez, si vous faites des études longues, en sciences expérimentales, de vous retrouver confronté à un système qui s'appelle publish or perish, c'est-à-dire un système où, si vous ne publiez pas, vous êtes mort. Publier, c'est-à-dire faire des articles de science et tout. Donc, la tentation est forte, quand on a des résultats qui sont un peu mauvais, à essayer de les transformer un peu en jolis. Parce que s'ils ne sont pas assez jolis, ils ne seront pas publiés dans des revues. Donc on a tendance à lisser un peu. Et je connais beaucoup de gens en doctorat qui trichent un petit peu comme ça. Mais ils disent, ouais, mais si je le fais pas, en fait, je suis mort. J'aurai pas de poste, on me prendra jamais nulle part et j'aurai pas mes publications, quoi. Et le système actuel encourage à la fraude. Et c'est absolument dramatique. Parce qu'après, les gens qui lisent, eux, les articles, ils croient ce qu'ils voient. Et puis, ils se rendent compte qu'en fait, la plupart des résultats qu'ils ont en main sont un peu bidonnés, quoi. C'est un côté un peu tragique. Voilà, c'était l'exemple de la loi d'Ohm. Un autre exemple d'inclusion ou de rejet des données, qui est un petit peu différent, mais j'espère que ça va vous parler. Si vous prenez des études qui prennent
Ouais, c'est un peu technique celle-là, mais vous avez peut-être vu que dans des revues, dans la plupart des revues de sciences, vous avez ce qu'on appelle la p-value, c'est-à-dire une valeur p qui est souvent inférieure ou égale à 0,05. Ça veut dire qu'en fait, les chances d'obtenir ce résultat par hasard sont inférieures à 5%. Si, c'est plutôt bon signe, c'est-à-dire qu'il semble que ce soit significativement, statistiquement probant, quoi. Si vous avez moins de 5 chances sur 100 d'avoir ce résultat par hasard, ou si vous en avez 5, c'est-à-dire que vous faites 100 études, il y en aura 5 qui auront l'air vrais, qui sont des faux positifs, quoi. Ça fait que si vous multipliez le nombre d'études, comme peut le faire par exemple le laboratoire Boiron, pour donner qu'un exemple, il est assez facile ensuite de focaliser sur les études qui donnent un résultat positif, alors que c'est probablement un faux positif. Et vous pouvez faire de la communication là-dessus. Pour vous montrer encore un autre biais de ce genre-là, parce que celui-là, il a valu un prix à ceux qui l'ont lancé, c'est quand vous faites une imagerie par résonance magnétique, il y a un seuil statistique et qui permet d'anticiper combien il y aura de faux positifs, c'est-à-dire le nombre de cases qui vont s'allumer alors qu'il n'y a rien. En fait, le seuil statistique, il doit être autour de 0,01, 0,001. Donc, il y a un faux positif pour 1000 mesures, quoi. Et donc, si vous faites un test sur un cerveau, et que vous le découpez en cases, ce qu'on n'appelle pas des pixels, quand on est en volume, on appelle ça des voxels. Vous faites ça sur 80 000 voxels sur n'importe quel cerveau, n'importe quelle partie neurologique, vous êtes quasi assuré d'avoir à peu près 80 faux positifs qui apparaissent et qui s'allument. Ouais, mais ce sont des faux positifs, et il faut les prévoir, quoi. Et c'est ce qui a permis à l'effet saumon mort de gagner le prix Ig Nobel. Le prix Ig Nobel, c'est pour les études les plus improbables qui puissent exister. En 2010, ils ont publié sur cette image-là d'un saumon mort sur lequel, en faisant de l'IRM, on avait détecté des zones qui s'allumaient. C'était en fait une sorte de publication canular pour montrer qu'en fait, sur n'importe quel IRM, il y aura toujours des faux positifs et que si on commence à communiquer sur des faux positifs, on risque de parler de choses qui sont complètement aberrantes, quoi.